parlons un peu des formules de Taylor pour les polynômes. Bon, normalement, il y en a une, mais je vais la présenter en plusieurs étapes. Et la formule principale, elle sera sous deux formes. Au programme, on a donc d'abord la formule de Taylor en zéro. On va commencer par ça. Ensuite, on va la généraliser aux formules de Taylor ailleurs qu'en zéro. On verra un cas particulier de cette formule de Taylor en termes de division euclidienne qui va être l'occasion de réviser un petit peu le lien qui existe entre les dérivations successives et la multiplicité des racines d'un polynôme. Et enfin, on terminera avec un exercice résolu qui utilise la formule de Taylor. Et puis voilà. Alors d'abord, la formule de Taylor en zéro, la voici. Elle a un domaine d'application. Si on prend un entier n, pour tout polynôme de degré O plus n, on a cette décomposition qui est en fait la décomposition. Si on regarde bien, c'est la décomposition de P dans la base canonique. Les x puissance k pour k variant de 0 à n, c'est la base canonique de Cn crochet x. Et évidemment, si on décompose un vecteur dans la base canonique de Cn crochet x, c'est que ce vecteur est un élément de Cn crochet x. Un polynôme de degré plus grand que n ne pourrait pas avoir une écriture de ce type. Et je vais démontrer cette formule. Je vais prendre au départ un polynôme p quelconque de Cn crochet x. Je vais introduire sa notation standard, c'est-à-dire que je donne des noms à ces coefficients, mettons que j'ai note p indice k. On sait qu'un polynôme admet des coefficients comme ceci, et notez qu'au passage, la démonstration qu'on va faire va démontrer l'unicité des coefficients. Alors comment faire pour prouver que chaque pk est égal à ceci? Bien, pour ça, on va plutôt montrer que p dérivé km en 0 vaut exactement, en fait ce qu'on va démontrer, c'est que p dérivé km en 0 est égal à factoriel k fois p indice k. C'est cette formule-là qu'on va démontrer, ce qui va au bout du compte revenir au même. Et pour ça, eh bien, on va exprimer la dérivée km de p, puis on va l'évaluer en 0. Alors, sauf que quand je dis la dérivée km de p, ici k a déjà un rôle, le rôle d'une lettre muette, d'un k qui varie. Je ne peux pas calculer, je ne peux pas donner à k un autre rôle qui sera l'ordre de dérivation. Donc je vais prendre un entier L, compris entre 0 et n, et je vais calculer la dérivée d'ordre L de p. Donc la question, quand je dérive L fois p, je vais avoir par linéarité de la dérivation cette écriture. Et la question est maintenant de calculer la dérivée d'ordre L de ceci. Alors déjà, pour dériver ceci, on peut remarquer qu'il y a un premier cas, c'est celui où on dérive un grand nombre de fois. Et par grand nombre de fois, j'entends si L est strictement plus grand que K. Si on dérive L fois un polynôme de degré strictement plus petit que L, on va tomber sur 0. Et maintenant, si L est inférieur ou égal à K, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir successivement k fois x puissance k-1, puis k facteur de k-1, x puissance k-2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrête de dériver. Ça, c'est après une étape, ça, c'est après deux étapes, et après L étapes, on va avoir k facteur de k-1, etc. On aura ici x puissance k-l, et avant d'arriver à k-l, le dernier facteur, c'est k-l plus 1. J'ai bien peur que ça ne soit pas très lisible. Donc je vais réécrire ce coefficient de manière plus lisible. Donc on a k facteur de k-1, etc. jusqu'à k-l plus 1. Et c'est toujours pas lisible. Donc je vais écrire de la droite vers la gauche. k-l plus 1, etc. jusqu'à k. Et tout ceci peut être résumé en factoriel k, sauf qu'il nous manque la fin. La fin, le facteur suivant serait k-l, etc. jusqu'à 1. Donc c'est k-l sur factoriel k-l. Donc si on résume ça,
la dérivée d'ordre L de P, il y a des termes qui vont disparaître quand on dérive L fois. Ce sont tous les termes pour lesquels on a L strictement plus grand que K. Et donc dans la somme, tous les termes d'indice K strictement plus petit que L vont disparaître, et il va nous rester tous les indices K supérieurs ou égaux à L, ce qui s'écrit somme pour K variant de L à N. Et la dérivée d'ordre L de x puissance K, elle est écrite ici. On va donc avoir factoriel K sur factoriel K moins L, x puissance L. Je fais un peu de place. Et la question est maintenant d'évaluer ce polynôme en 0. Alors pour ça, un petit rappel. J'ai mis exposant L, mais c'est bien sûr exposant K moins L. Un petit rappel, c'est que quand on évalue un polynôme en 0, eh bien la valeur qu'on obtient, c'est le terme devant x puissance 0. Si je prends un polynôme, je ne sais pas, x au cube moins 3x plus 1, sa valeur en 0, c'est le plus 1, c'est le coefficient dit constant. Et plus généralement, quand on a un polynôme de la forme somme des alpha i xi, eh bien q de 0, c'est le nombre alpha 0. Tous les autres termes, quand on remplace x, x carré, tout ça, quand on remplace grand X par 0, ces termes-là s'annulent. Il n'y a que le x puissance 0 qui ne s'annule pas forcément. Donc, pour évaluer ce polynôme en 0, je regarde quel est le terme en x puissance 0. Et le terme en x puissance 0, c'est le terme pour l'indice k égal à L. Donc, on obtient p dérivée Lm évalué en 0. C'est le terme pour k égal à L. Ça fait donc PL fois factoriel L sur factoriel L moins L. Factoriel 0 vaut 1, donc ça fait P indice L sur factoriel L. Et on en déduit que le coefficient P indice L vaut P dérivée Lm en 0 sur factoriel L, ce qui démontre la formule de Taylor en 0. Et au passage, ça démontre cette propriété qu'on appelle unicité des coefficients d'un polynôme, qui est que pour un polynôme donné, si on a deux écritures, eh bien les jeux de coefficients, même s'ils ont une forme a priori différente, ils ont en fait les mêmes valeurs. Il y a une seule valeur pour les coefficients PL, c'est celle qui est donnée par cette formule. Donc ça démontre la formule de Taylor en 0, qui est assez importante. Et quand on voit les autres formules de Taylor pour des fonctions, comme les formules de Taylor avec reste intégrale, Taylor-Young, Taylor-Lagrange et tout ça, la partie polynomiale est toujours la même, c'est celle-là. Et en général, on l'écrit en 0, il y a des variantes si on les regarde ailleurs. Et regarder ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va regarder la formule de Taylor en alpha. Donc de nouveau, je fixe un entier n, qui est une borne sur le degré du polynôme. Je prends un alpha dans C, et je dis maintenant que P dans lequel on a substitué x plus alpha à x est égal à ceci. Donc c'est la même formule, sauf qu'ici la dérivée km est évaluée en alpha plutôt qu'en 0. Et pour démontrer cette formule, eh bien, je vais noter Q ce polynôme, et je vais appliquer la formule de Taylor en 0. Q est un élément de Cn crochet x. Quand on remplace x par x plus alpha, le degré ne change pas. Donc ce polynôme Q, quand on lui applique la formule de Taylor de la page précédente, on obtient ceci. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les dérivées du polynôme Q? Quand on écrit Q', on va obtenir la dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça fait 1 fois P' dans lequel x est remplacé par x plus alpha, et ainsi de suite. À chaque étape de dérivation, on va multiplier par 1, ce qui fait que plus généralement, par une récurrence que je ne détaille pas, on va obtenir que Q dérivé Km, c'est pareil que P dérivé Km, dans laquelle on remplace grand X par X plus alpha.
Et par conséquent, quand j'évalue Q dérivé Km en 0, je vais obtenir P dérivé Km en 0 plus alpha, c'est-à-dire P dérivé Km en alpha. Et ça démontre cette formule. Donc voilà la formule de Taylor en alpha dans sa première version, dans laquelle on exprime pas exactement le polynôme P, mais le polynôme P de x plus alpha. Et maintenant, on va avoir la formule de Taylor en alpha dans l'autre version, qui ressemble un petit peu au développement limité quand on les fait ailleurs qu'en 0. Donc P de x et cette combinaison linéaire. Donc là, on a les mêmes coefficients qu'à la page précédente, sauf que cette fois, les puissances sont les puissances de x moins alpha à la puissance k. Alors pour démontrer ceci, je vais réécrire la formule de la page précédente, formule qui a donc été démontrée à partir de la formule de Taylor en 0. Et ce qu'on va faire là-dedans, c'est une substitution. On va remplacer x par x moins alpha. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on remplace x par x moins alpha? Eh bien, après cette substitution, le x plus alpha devient x moins alpha plus alpha, c'est-à-dire x. Et à droite, eh bien, je remplace x par x plus alpha sans autre forme de discours, ce qui donne très précisément la formule qui est annoncée. Alors notez qu'on aurait pu complètement faire la même démonstration que celle qui avait été faite plus haut, c'est-à-dire d'abord introduire le fait que P admet une décomposition comme combinaison linéaire des x moins alpha à la puissance k, ce qui est un exercice classique d'algèbre linéaire, puis ensuite calculer les dérivées successives de P et constater que leurs valeurs en 0, ou plutôt en alpha, sont celles-là. Donc voilà pour la formule de Taylor vue sous plusieurs angles. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire, notamment relativement à la division euclidienne. On va voir que grâce à cette décomposition, on peut expliciter la division euclidienne de P par une certaine puissance de x moins alpha. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je prends toujours un polynôme P dans Cn crochet x pour un entier n fixé au départ. Je prends un entier m inférieur ou égal à n. Et ce qu'on fait ici, c'est la division euclidienne du polynôme P par x moins alpha à la puissance m. Donc, je rappelle que quand on divise un polynôme P par un polynôme A, ça veut dire qu'on regarde quel est le plus gros polynôme qu'on peut mettre en facteur, divisible par A, et on arrive à un reste ici, donc avec la condition que le degré de R soit strictement plus petit que le degré du polynôme par lequel on divise, R étant le reste, Q étant le quotient. Bien ici, j'ai pris donc tous les termes qui formaient la formule de la page précédente, et j'ai isolé d'un côté tous ceux dans lesquels on peut mettre en facteur x moins alpha à la puissance m, c'est-à-dire tous les x moins alpha à la puissance k, lorsque k commence à m. Dans ce cas-là, on peut mettre en facteur x moins alpha à la puissance m fois ceci. La condition que k soit supérieur ou égal à m fait que cet exposant est positif et que ce que j'ai écrit là est bien un polynôme. Et il y a des termes dans lesquels on ne peut pas mettre x moins alpha à la puissance m en facteur, qui sont ici. Ça, c'est un polynôme dont le degré est majoré par m-1, ce qui est strictement plus petit que le degré du polynôme par lequel je divise, puisque ce polynôme est de degré m. Et j'ai obtenu donc une expression de P sous la forme un polynôme de degré strictement plus petit que m, plus le polynôme par lequel je divise, x moins alpha à la puissance m, fois un certain polynôme. Et d'après l'unicité dans le théorème de la division euclidienne, je sais que ceci est vraiment le reste dans la division, et ceci est véritablement le quotient. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir le reste et le quotient? Eh bien, ça permet de tester dans quel cas P est divisible par ce polynôme, ce qui va avoir un lien avec la multiplicité, comme on va le rappeler à la page suivante. Mais d'abord, on peut voir donc
À quelle condition est-ce que P est divisible par ça? Eh bien, à condition que le reste dans la division euclidienne soit nul. Ça équivaut donc à ce que ceci soit nul. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Le fait que ce polynôme divise P, ça équivaut à ce que le reste de la division euclidienne soit nul, ce que j'ai écrit là. Et ensuite, j'ai mis que ça équivaut à ce système d'égalité. Pourquoi? Eh bien, ici, nous avons des polynômes qui sont non nuls. X moins alpha à la puissance k, ce n'est pas le polynôme nul. Et ces polynômes ont des degrés tous distincts. Et on sait que dans ce cas, quand on a des polynômes non nuls, de degrés tous distincts, on sait que ces polynômes forment une famille libre. C'est là aussi une propriété classique en algèbre linéaire. Et lorsqu'on a des polynômes qui forment des vecteurs qui forment une famille libre, avoir une combinaison linéaire nulle, ça équivaut à ce que tous les coefficients soient nuls. Ainsi, la divisibilité de P par ce polynôme équivaut à ce que toutes ces dérivées successives de P s'annulent en alpha. Et toute cette histoire est liée aux questions de multiplicité. Ça signifie que alpha est une racine de P d'ordre au moins m, et ça, c'est la caractérisation par la dérivée d'une racine d'ordre au moins m. Je vais faire un petit rappel de cours. Donc, rappel de la définition de ce qu'on appelle l'ordre de multiplicité. L'ordre de multiplicité de alpha en tant que racine de P, c'est l'entier défini par cette formule. C'est le plus grand des entiers K pour lesquels x moins alpha à la puissance K soit un diviseur, un polynôme qui divise P. Ça signifie que c'est le plus grand des entiers par lesquels on puisse factoriser le polynôme P, donc la plus grande des puissances de x moins alpha par laquelle on peut factoriser le polynôme P. Et puisque c'est le plus grand, ça revient à dire donc que x moins alpha à la puissance m divise P, mais pas la puissance suivante, petit m étant le plus grand exposant pour ça. Et ce qu'on vient de voir, c'est que la divisibilité de P par ça équivaut à ce que les premières dérivées successives soient nulles en alpha. Et si on suppose que ce polynôme ne divise pas, ça veut dire que la dérivée suivante n'est pas nulle. Et ça nous mène à cette caractérisation, que j'ai appelée théorème, donc c'est une caractérisation de l'ordre de multiplicité. L'ordre de multiplicité de alpha en tant que racine de P, c'est le plus petit ordre de dérivation qui ne s'annule pas en alpha. Et notez que si P est le polynôme nul, évidemment, un tel entier n'existe pas. C'est pour ça que j'ai pris un polynôme non nul. Là, on est sûr cette fois que ça va exister. On est sûr qu'il va y avoir une dérivée à un moment qui ne va pas s'annuler, puisqu'on sait qu'il y a au moins une dérivée qui est une constante non nulle quand on dérive un polynôme. Et donc, ceci est une conséquence de ce qu'on avait précédemment. Notez que il est assez fréquent que l'usage qu'on fasse de cette caractérisation est vraiment celle-ci. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas toujours de savoir quel est exactement l'ordre de multiplicité, ça nous intéresse de savoir qu'il vaut au moins ceci. En particulier, dire que alpha est une racine multiple, c'est-à-dire que la multiplicité de alpha en tant que racine de P vaut au moins 2, ça équivaut à ce que P de alpha soit nul, et P' de alpha aussi. Ça, c'est une caractérisation qu'on utilise de temps en temps quand on veut détecter quelles sont les racines multiples d'un polynôme, peu importe a priori la valeur de la multiplicité. Ça revient juste à chercher les racines communes à P et P', ce qui ne nécessite en général pas de chercher les racines de P et les racines de P' séparément, mais juste de chercher quelles sont les racines communes et résoudre un système d'équations. En triturant les équations entre elles, ça peut mener à une résolution bien plus simple que si on a une seule équation à elle toute seule. On va passer maintenant à la résolution d'un exercice dont voici l'énoncé. Je prends P un polynôme non nul, son degré est noté D, et je vais considérer les dérivées successives de P jusqu'à la dérivée d'ordre D, qui sont les polynômes non nuls qu'on crée par dérivation à partir de P, puisque si on dérive une fois de plus, on va tomber sur le polynôme nul.
Donc là, on a des polynômes non nuls, et on demande de montrer que ces polynômes forment une base de l'espace vectoriel C indice D crochet X. Et ensuite, si on se fixe un élément S, un nombre complexe, qu'on considère le polynôme P de X plus S, donc le polynôme P dans lequel on a remplacé grand X par X plus S, on demande sa décomposition dans cette base. Bien entendu, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher une solution à cet exercice, mais moi, je ne vais pas attendre et je vais passer à sa résolution. Alors la première question, c'est exactement l'argument que j'ai mentionné oralement il y a quelques minutes. Quand on prend les dérivées successives de P, on remarque que donc, pour chaque ordre de dérivation K, le polynôme P dérivé Km est de degré D-K. On perd 1 degré à chaque dérivation tant qu'on n'a pas dérivé un polynôme constant, auquel cas la dérivée devient nulle et le degré s'est effondré jusqu'à moins l'infini. Donc en tout cas, tous ces polynômes ont un degré entre 0 et D, ce qui entraîne plusieurs choses. D'abord, les polynômes de cette famille sont bien des éléments de CD crochet X. Et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Quand on demande de montrer qu'une famille est une base d'un espace vectoriel, il y a un moment où il faut vérifier que ce sont des éléments de cet espace vectoriel. Et donc cette égalité commence par montrer que ce sont bien des éléments de cet espace vectoriel. Ensuite, ce sont des polynômes non nuls. C'est bien le fait d'avoir un degré qui est un entier supérieur ou égal à 0 qui montre que c'est un polynôme non nul. Et enfin, les degrés sont tous distincts. Donc ces deux derniers points montrent que la famille est libre. On a vu que ce sont des éléments de cet espace vectoriel. Et quand on a une famille libre, pour justifier que c'est une base, on peut ou bien montrer explicitement qu'il forme une famille génératrice, ou bien utiliser une propriété de la dimension, c'est-à-dire qu'ici, cette famille compte D plus un vecteur, puisque on va de la dérivée d'ordre 0 à la dérivée d'ordre D. De 0 à D, il y a D plus 1 entier. Et l'espace vectoriel qu'on considère est de dimension D plus 1. Quand on a une famille libre avec un nombre de vecteurs égal à la dimension de l'espace vectoriel, on sait que c'est une base. Là encore, propriété standard du cours d'algèbre linéaire, du cours sur la dimension finie. Ceci prouve donc que la famille F est une base de l'espace vectoriel. Donc, le premier point est résolu. Il reste à résoudre le deuxième point, trouver la décomposition du polynôme P de X plus S. Et on ne va pas appliquer une des formules qu'on a vues plus haut directement à ce polynôme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer grand X par petit x, et on va appliquer la formule de Taylor. Et alors, il faut bien voir que quand on écrit P de petit s plus petit x, ce qui joue le rôle de grand X, ce qui joue le rôle de alpha, peu importe. On a deux manières d'écrire la formule de Taylor pour P de petit s plus petit x. Il y a celle que j'ai écrite. J'aurais pu écrire aussi cette version-là, comme ceci. Mais moi, je veux le petit x dans la dérivée Km de P pour que ça ressemble véritablement à ce que je veux faire. Donc, ces deux formules qui sont symétriques de l'une par rapport à l'autre en échangeant les rôles de S et X, elles s'écrivent comme ceci. Maintenant, j'ai cette égalité pour tout x dans C, et quand on a deux polynômes qui coïncident en tout x de C, on sait qu'ils sont égaux. En fait, il suffit qu'ils coïncident sur un ensemble infini, mais là, ils coïncident carrément partout, c'est-à-dire que leurs fonctions polynomiales associées sont égales. On sait que dans ce cas-là, les polynômes sont égaux. On peut donc remplacer le petit x par un grand X, et ça donne l'égalité qui est écrite là, et qui répond à la question. À gauche, on a le polynôme P appliqué à grand X plus S, et à droite, on a vraiment une combinaison linéaire des polynômes de la famille F, ce qui donne donc la solution à cet exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo.